Puisque c'est la saison d'Halloween, j'ai pensé partager une petite légende qui fait parfois son chemin dans la ville où je vis. Il y a beaucoup de forêts denses dans la région de Seattle et les gens aiment raconter des histoires à propos d'une grande créature velue qui se promène entre les arbres la nuit. Il y a beaucoup de rumeurs sur Bigfoot dans le coin, mais on dit qu'il s'agit de quelque chose d'autre, qui ressemble plus à l'homme-chien du Michigan ou à une sorte de loup-garou. La grande différence est qu'il a un crâne d'animal en guise de visage, avec des rangées de dents pointues et de grandes orbites vides, ou du moins c'est ce que les gens disent. Le fait est que la légende dit qu'il n'aime pas être observé et qu'il reconnaît et évite toutes sortes de caméras. C'est pratique, je sais. Ceci, combiné à d'autres détails que je mentionnerai plus tard, m'amène à penser que ce cryptide aurait pu être une personne normale à un moment donné. Quoi qu'il en soit, l'histoire raconte qu'il vit dans les forêts près de Seattle et de Bellevue, observant les randonneurs à distance et se nourrissant de chevreuils et de baies sauvages. Ces sources de nourriture peuvent cependant être irrégulières, ce qui entraîne le risque principal que j'évoquerai après les instructions. La plupart des observations rapportées se situent autour de Coal Creek. C'est donc probablement là qu'il faut aller si vous le cherchez. C'est aussi de là que vient son nom le plus courant, The Coal Creek Demon. Certains disent qu'il s'agit d'un esprit vengeur issu de l'ancienne colonie minière, mais cela me semble un peu trop mélodramatique. Je dirais plus qu'il s'agit du résultat d'un accident étrange, mais je ne suis pas un scientifique, alors qui sait ? À ma connaissance, il n'y a pas de véritable récompense pour avoir rencontré ce soi-disant démon. Mais si vous voulez quand même partir à sa recherche, voici ce qu'il faut faire. Les résultats sont loin d'être garantis. Il ne peut se trouver qu'à un seul endroit à la fois, et il ne vit pas pour servir vos intérêts. En tout cas, c'est une bonne excuse pour aller camper avec des amis. Matériel nécessaire. Pour réaliser ce rituel, il vous faut un cadeau, détaillé ci-dessous, du matériel de camping, des lampes de poche, un bandana, une source de lumière activée à distance. Certains de ces articles ne sont nécessaires que pour certaines approches, vous pouvez donc découvrir la suite et décider de ce que vous devez apporter exactement. Instructions. Étape 1. Préparez un cadeau. Il peut s'agir d'un jeton en métal ou d'une babiole, mais il est généralement recommandé d'apporter un bon repas composé de viande rouge et de baies. C'est une étape très importante, car sans cadeau, il est très probable qu'il ne viendra pas. Et s'il vient, vous devez partir immédiatement. Étape 2. Installez votre campement au fond des bois. Si vous pouvez encore voir les lumières d'autres structures, c'est que vous n'êtes pas allé assez loin. Il est préférable d'y aller en fin de soirée afin de pouvoir tout installer juste avant le coucher de soleil. Étape 3. Rangez tous vos appareils d'enregistrement et limitez vos sources de lumière à vos lampes de poche. Vous pouvez également allumer un feu, à condition qu'il ne brûle pas trop fort. L'idée est de créer un environnement accueillant tout en maintenant une zone protégée. Étape 4. Installez votre source de lumière activée à distance à quelques mètres du bord de votre camp et placez votre cadeau à côté. Laissez la lumière allumée pour l'instant. Étape 5. Asseyez-vous et détendez-vous. Une fois que le ciel est tout noir, il ne vous reste plus qu'à attendre un signe. N'hésitez pas à discuter et à jouer avec les personnes que vous avez emmenées avec vous tant que vous avez une vue dégagée sur la limite des arbres. Étape 6. Vous finirez peut-être par vous rendre compte que quelque chose vous observe de loin. Il peut s'agir d'une grande ombre au loin, du craquement d'un feuillage ou d'un silence soudain et non naturel, ou simplement de la sensation d'être observé, si vous croyez à ce genre de choses. Si vous remarquez l'un de ces signes, cela peut très bien signifier que vous avez établi le contact. Vous êtes maintenant prêt à passer à l'étape suivante. Étape 7. Cessez toute conversation et réduisez le bruit autant que possible. Éteignez la lumière à côté de votre cadeau et veillez à ce que vos lampes de poche soient dirigées dans la direction opposée. C'est également à ce moment-là qu'il faut faire très attention aux instructions, car toute erreur après cette étape entraînera la panique du démon, ce qui peut avoir des conséquences très dangereuses. Étape 8. Le démon doit maintenant s'approcher lentement de votre cadeau. Restez calme et évitez tout bruit,
ou mouvement brusque. Ne l'éclairez pas et ne sortez pas d'appareil d'enregistrement. Si tout se passe correctement, il prendra le cadeau et regardera brièvement les personnes de votre camp. Toutefois, s'il ignore votre cadeau et commence à se diriger vers votre camp, vous devez vous lever et courir jusqu'à l'abri le plus proche que vous puissiez trouver. Vos lumières n'auront plus d'importance. Alors concentrez-vous sur le fait de vous déplacer aussi vite que possible. Si vous ne trouvez rien à proximité, essayez de vous cacher dans le feuillage environnant. D'après tous les souvenirs connus, il peut courir beaucoup plus vite que n'importe quel humain, alors quoi que vous fassiez, faites-le vite. C'est le moment où la plupart des gens se contenteraient de s'arrêter. Donc si vous en avez assez, restez sur place jusqu'à ce qu'il fasse un petit mouvement d'inclinaison de la tête et retourne dans la forêt. Mais si vous êtes un idiot comme mon ami qui a essayé, vous pouvez continuer à suivre les étapes suivantes et potentiellement faire une rencontre beaucoup plus proche. Je ne vous le recommande pas. À mon avis, vous ne cherchez qu'à vous attirer des ennuis. Étape 9. Pendant que cette créature est près de votre camp, éliminez rapidement toute source de lumière et couvrez vos yeux du bandana. C'est là qu'il est utile d'utiliser des lampes de poche, car il est beaucoup plus facile de les couper que d'éteindre un feu. Étape 10. Le démon va maintenant se sentir libre d'explorer votre camp et de vous inspecter de près. Vous l'entendrez fouiller dans vos provisions et faire les 100 pas autour de vous. Vous pourrez même sentir son souffle sur votre visage, mais vous devez rester calme et immobile. Et quoi que vous fassiez, n'enlevez pas votre bandana. Cette créature est connue pour être relativement passive envers les humains, si elle n'est pas provoquée. Mais si vous entendez soudainement des bruits de détresse de la part de vos amis, évacuez immédiatement la zone comme décrit plus haut. Étape 11. Attendez qu'il se désintéresse de vous et s'éloigne. Une fois que vous n'entendez plus ses pas, vous pouvez enlever votre bandana et rallumer la lumière. Vous vous êtes retrouvé face à un cryptide et vous avez vécu pour le raconter, ce qui vous permet de vous vanter auprès de tous ceux qui sont prêts à vous croire. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de grande récompense, il s'agit avant tout donc d'une expérience à vivre. Remarque importante. Parlons maintenant des risques. Comme vous vous en doutez, les histoires disent qu'il a parfois tendance à manger les gens, ce qui n'est pas rien. Cependant, d'après mes recherches, il semble qu'il ne le fasse que lorsqu'il est affamé ou provoqué. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter tant que vous jouez intelligemment. Au contraire, vous devriez vous sentir mal pour les randonneurs qui tombent sur cette chose au hasard sans aucune préparation. Je recommande de partir en été ou au début de l'automne, car c'est la saison des mûres et la faune est la plus active. Ce n'est que ma théorie, mais la plupart des histoires les plus sombres que j'ai entendues se déroulent en hiver, alors je dirais que ma théorie tient la route. Comme je l'ai déjà dit, il est possible que vous fassiez sursauter le démon et que vous le fassiez paniquer. C'est pourquoi il ne faut pas l'éclairer, ni essayer de l'enregistrer. S'il panique, il s'enfuira rapidement ou attaquera la personne qui l'observe, en fonction de la distance à laquelle il se trouve. C'est pourquoi c'est une idée stupide de le laisser se promener autour de votre camp, car une seule erreur pourrait suffire à vous faire figurer sur un avis de recherche. Rencontre passée. En raison de l'accueil favorable réservé à cet article, j'ai décidé d'approfondir mes recherches sur cette chose. J'ai trouvé beaucoup de choses intéressantes, mais il y a trop d'histoires pour les passer toutes en revue, alors je vais me contenter de couvrir les plus importantes. Le cas de Brian Matthews. En 2004, cet enfant s'est retrouvé dans une mauvaise situation. Et je ne parle pas seulement du fait qu'il ait 2 prénoms. À l'âge de 9 ans, il faisait une randonnée avec ses parents. Quand soudain, ils se retournent tous les deux et il n'est plus là. Je ne sais pas ce à quoi il pensait en le plaçant en queue de fil, mais ce n'est pas la question ici. Évidemment, il panique immédiatement et court dans tous les sens en criant après lui, et comme cela ne marche pas, ils vont voir la police. Quelques heures plus tard, les gardes forestiers ratissent la zone et après 2 jours sans résultat, ils font appel à la garde nationale. Le 3e jour, alors qu'ils sont toujours en recherche, l'enfant réapparaît, mais pas avec les flics. Au lieu de cela, un groupe de randonneurs le trouve assis sur une souche d'arbre, à 30 km au nord de l'endroit où il a disparu. Lorsqu'ils l'ont ramené, il était en bonne santé et bien nourri. Lorsqu'on lui demande où il était allé,
Il répond simplement qu'il jouait avec un ours amical qu'il avait rencontré. Lorsqu'on lui a montré un croquis du démon de Coal Creek, Brian l'a immédiatement identifié comme étant la créature dont il parlait. Les articles le citant expliquent qu'il a alors demandé « L'avez-vous rencontré aussi ?» lorsqu'il a vu l'esquisse pour la première fois. À mon avis, c'est une bonne nouvelle pour la théorie des ex-humains, à moins qu'il n'existe une espèce d'animal sauvage qui a l'habitude de s'occuper d'enfants humains comme le ferait un parent. Le voyage en camping de Steven. Comme je l'ai brièvement mentionné, mon ami Steven a suivi tout ce processus et s'est retrouvé dépassé par les événements. À l'époque, nous terminions tous les deux le lycée et il est parti camper avec d'autres élèves de terminale pour fêter l'événement. J'aurais bien voulu l'accompagner, mais j'étais atteint du Covid à l'époque, alors ce n'était pas possible. De plus, je voulais lui laisser un peu d'espace, car je savais qu'il avait des sentiments pour l'une des personnes qui venaient. J'aurais dû m'attendre à ce qu'il fasse quelque chose de stupide pour essayer de l'impressionner, et qu'il se plante complètement. Un soir, le groupe racontait des histoires effrayantes autour du feu de camp, et il a parlé de ce rituel, et bien sûr, certaines personnes ont voulu l'essayer. Il ne voulait pas avoir l'air d'une mauviette, alors il a accepté. Une fois qu'ils ont commencé à faire les choses, la plupart des membres du groupe sont partis et ont marché jusqu'à la plage, y compris son béguin. Il était bien trop tard pour qu'il fasse marche arrière, il venait donc de remporter le prix de la plus grosse bourde commise au monde. À ce moment-là, il fait presque nuit noire dehors. Les 4 personnes restantes mettent du bœuf séché sur une assiette en carton et Steven essaye juste de garder son pantalon au sec. Il reste assis avec l'assiette pendant un moment, et juste au moment où ils sont sur le point d'abandonner, la chose apparaît. Tout le monde est totalement paralysé, mais ils continuent le rituel, c'est-à-dire éteindre le feu et se mettre les bandanas sur les yeux. Je ne peux que supposer que leur cerveau fonctionnait en pilote automatique à ce moment-là. Maintenant, la créature fait les 100 pas dans le camp, fouillant lentement dans les sacs et les inspectant un par un. Lorsqu'elle arrive à Jack, ce gamin rablé aux cheveux roux, son souffle le frappe apparemment au visage et le fait sursauter sur son siège, secouant du même coup son bandana. Tout le groupe entend alors un cri sec et enlève son bandana juste à temps pour le voir se faire jeter dans les arbres. Steven s'est caché derrière un gros tronc et a passé 20 minutes à se blottir en boule à paniquer. Lorsqu'il entend des pas s'approcher, il pensa qu'il était foutu. Mais il s'aperçut que c'était le reste du groupe, qui revenait de la plage. Il courut vers eux et commença à raconter de façon incohérente ce qui se passait, mais il se rendit compte que le démon avait complètement disparu. Imaginez que vous reveniez de la plage et que vous trouviez des gens que vous avez laissés là, recroquevillés dans des arbustes et parlant d'un monstre géant qui n'existe pas. Je ne saurais même pas quoi penser. Bien sûr, ils ne les ont pas crus, même si Jack était couvert de bleu et d'égratignures. J'imagine qu'ils ont pensé qu'il s'agissait d'une sorte de farce élaborée et qu'ils ont fini par être énervés. Je ne le croirais pas non plus, si ce n'était parce que je sais qu'il ne pourrait jamais orchestrer quelque chose comme ça s'il essayait. Dans l'ensemble, ce fut une très mauvaise soirée pour Steven. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Si je me souviens de quelque chose d'autre qui mérite d'être mentionné, je ne manquerai pas de mettre cette page à jour. Merci d'avoir lu et bonne chance. Signé Bucket. Alors, allez-vous tenter de prendre contact ?